Salut à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau petit journal du Japon, votre rendez-vous du dimanche soir avec l'actualité japonaise. Aujourd'hui, on ne traîne pas, j'espère que vous êtes bien installés et surtout que vous êtes à la fraîche, parce que de mon côté, je suis dans une pièce où il n'y a pas de clim, donc si vous me voyez en nage dans 10 minutes, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je fais une crise, mais c'est parce qu'il fait ultra chaud. Mais ça, je vous en reparlerai tout à l'heure, juste après les titres de ce journal. Et donc aujourd'hui, on commencera par parler de la canicule qui a touché une grande partie du pays cette semaine, et aussi de ses conséquences du côté de la consommation électrique, mais aussi de la santé des Japonais. On enchaînera ensuite sur le masque que les Japonais continuent de porter tout le temps, malgré les appels du gouvernement à l'enlever quand c'est pas utile, évidemment, et malgré la chaleur qu'il y a en ce moment donc. Et je vous expliquerai un peu pourquoi on en est là, et vous verrez aussi qu'il y a des comportements complètement illogiques quand il s'agit du masque. Après ça, on fera un petit point sur le phénomène des pervers qui sévissent surtout dans les trains, et je vous parlerai un peu des moyens mis en place pour lutter contre ces comportements, et vous verrez qu'il y a notamment des applications à installer sur son portable. Voilà, je vous raconte tout ça plus en détail vers la fin de ce journal. Et on terminera l'actualité de cette semaine avec une très bonne nouvelle pour tous ceux et celles d'entre vous qui voudraient venir au Japon avec le PVT. Donc si vous ne savez pas encore comment faire, eh bien restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai comment obtenir un visa vacances-travail pour venir ici très bientôt. Ah, et en toute fin de vidéo, pour ceux que ça intéresse, j'ai une annonce à vous faire concernant les vidéos de cette chaîne. Donc si vous aimez notamment les vidéos où je vous fais découvrir des coins de Yokohama, comme le jardin de fleurs que je vous ai montré à la fin du journal de la semaine dernière, eh bien restez bien jusqu'au bout pour cette petite annonce. Alors pour commencer ce journal, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 semaines, je vous ai parlé de la saison des pluies qui venait de commencer et je vous ai dit que ça durait en général un mois ou un mois et demi. Eh bien, cette année, c'était pas du tout comme ça. Parce que, en fait, la saison des pluies s'est déjà terminée cette semaine. C'est 22 jours plus tôt que d'habitude et c'est surtout la date la plus tôt jamais enregistrée. Alors, entre nous, franchement, je suis dégoûté parce que ça fait 11 ans que j'habite ici et que j'avais pas de chaussures de pluie. Et chaque année, à la saison des pluies, j'avais souvent les pieds trempés. Alors cette année, je me suis enfin décidé à acheter une paire de chaussures et bam, la saison des pluies, elle a duré 5 minutes et j'ai pas mis mes chaussures de pluie une seule fois et c'est déjà terminé. Et qui dit fin de la saison des pluies dit début de l'été et on est bien entré d'un coup dans l'été et il fait grave chaud depuis la fin de la semaine dernière. Donc dans certains endroits du pays, on a même dépassé les 40 degrés, ce qui était jamais arrivé au mois de juin. Et à Tokyo, c'est même le mois de juin le plus chaud depuis 1875. Alors les températures c'est une chose, mais le truc ici c'est que non seulement il fait entre 35 et 40 degrés, ce qui est déjà assez difficile à supporter, mais surtout il fait très très humide. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais l'été au Japon, dès que vous êtes dehors, c'est presque comme si vous étiez dans un sauna, et j'exagère à peine, et vous transpirez en moins de 2 minutes, vous avez des auréoles toute la journée, c'est vraiment le bonheur. Donc évidemment, à part quand on marche dans la rue, il y a la clim absolument partout, dans tous les magasins, dans tous les transports en commun, et bien sûr dans tous les logements. Enfin, sauf dans cette pièce, évidemment. Chez moi, par exemple, on a plusieurs clims, et en fait, on les allume qu'une fois dans l'été. C'est-à-dire début juin le matin, on les met, et puis on les éteint le soir, fin septembre. Et comme tout le monde fait à peu près comme ça, vous vous doutez bien que la consommation d'électricité explose. Et je vous en avais aussi parlé il y a 2 semaines, il me semble, mais la production japonaise est très basse à cause de divers facteurs que j'avais déjà expliqués, et tout ça provoque d'importants risques de coupure d'électricité. Du coup, pour éviter qu'il y ait des grosses coupures, le gouvernement a demandé à tous les habitants et aux sociétés de Tokyo et de sa région de moins utiliser la clim et d'éteindre les lumières quand c'est pas nécessaire. Donc en gros, de moins consommer d'énergie, surtout d'ailleurs entre 15h et 20h ou 15h et 18h, ça dépend des jours. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi c'est à ce moment-là, spécifiquement, qu'on manque d'électricité le plus et pas forcément en plein milieu d'après-midi, là où normalement il fait le plus chaud? En fait, c'est parce que quand il fait beau, la production d'énergie solaire du pays dans l'après-midi est à son maximum et ça permet de produire assez de jus. Mais le soir, évidemment, il n'y a plus d'énergie solaire, donc il y a moins de puissance disponible. Enfin, au final, même si la réserve d'électricité est descendue mercredi après-midi à 2,6%, ce qui est sous la limite des 3%, qui est la limite théorique nécessaire pour assurer un approvisionnement normal, il n'y a pas eu de coupure d'électricité d'importance. Et face à cette pénurie d'électricité, pendant la semaine, le Premier ministre, qui était en voyage d'affaires très important en Europe, a dit que le pays utiliserait au maximum l'énergie nucléaire tant que la sécurité serait assurée, bien entendu. Donc voilà, une belle déclaration qui sert à rien du tout, on est bien d'accord, puisqu'en fait la plupart des centrales nucléaires qui ont été mises à l'arrêt après le tremblement de terre et le tsunami de mars 2011, vous le savez déjà, elles sont toujours en train de subir des travaux pour répondre aux nouvelles normes de sécurité décidées justement après cette catastrophe. Donc, résultat des courses, maintenant il y a seulement 10 réacteurs en activité sur les 54 que compte le pays,
Et même s'il y en a quelques-uns qui devraient être remis en marche prochainement, ben, en attendant, il n'y a pas assez d'électricité produite et le gouvernement doit demander aux Japonais et aux sociétés de moins consommer. Et pour éviter des coupures, il y a effectivement des sociétés qui jouent le jeu en éteignant les lumières par exemple, ou en arrêtant la production pendant certaines heures. Il y a par exemple la chaîne de combini 7-Eleven, que vous connaissez probablement si vous êtes déjà venu au Japon, qui a annoncé qu'ils réduiraient les éclairages et la ventilation dans leurs magasins à certains horaires. Et c'est vrai que j'ai vu quelques efforts par-ci par-là en allant bosser, hein. Par exemple, une partie des lumières ont été éteintes à l'intérieur de la gare de Yokohama. Donc voilà, c'est gentil, c'est un beau geste pour l'environnement, mais c'est pas forcément très efficace, vous allez le voir. Et en parlant de beau gestes, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous aussi faire un beau geste et mettre un like sous cette vidéo. D'ailleurs, je m'engage solennellement à baisser la température de la climatisation chez moi d'1 degré pendant 5 minutes pour chaque like que je recevrai. Donc voilà, si vous ne le faites pas pour moi, faites-le au moins pour l'environnement. Voilà, pour en revenir à la gare de Yokohama, hein, le problème c'est que même si on éteint quelques lumières, eh bien tout le sous-sol de la gare est climatisé à fond. C'est très agréable quand on arrive en transpirant, hein, mais ça consomme 100 fois plus que les 3 pots blancs qui ont été éteintes au rez-de-chaussée. Et en plus, je ne vous parle pas des millions de panneaux lumineux qui sont allumés 24 heures sur 24, ou encore des énormes pachinko qui consomment autant que des petites villes. Rien qu'à eux, ils pourraient réduire la consommation très facilement en s'attaquant à ça plutôt qu'en demandant aux Japonais d'éteindre les lumières et de baisser la clim. Et puisqu'on parle de clim, j'en profite pour vous donner un bon conseil. Si vous êtes au Japon en été, que vous êtes ici maintenant ou que vous venez un jour voyager, eh bien même s'il fait 1000 degrés à l'extérieur, ayez toujours un gilet ou un truc à vous mettre dans votre sac. Parce que si vous restez plus de 10 minutes dans un café ou dans un supermarché ou dans un train et que vous vous retrouvez sous la clim, eh bien vous allez vous prendre un bon choc thermique. Donc si vous ne voulez pas attraper la crève, le petit gilet, c'est pas forcément très joli, mais en tout cas ça sera votre meilleur ami. Moi j'en ai toujours un dans mon sac pendant l'été. Ah et d'ailleurs, si vous êtes vraiment sensible à la clim, je vous donne une deuxième petite astuce quand vous êtes au Japon, c'est qu'il y a pas mal de trains qui ont des voitures dans lesquelles la clim est moins forte. Et sur ces voitures, il y a écrit Jakure Esha. Donc avant de monter, jetez un coup d'œil, ça vous évitera peut-être de vous sentir comme un Mr Freeze au rayon surgelé pendant que vous êtes dans ce train. Alors on ferme la parenthèse des conseils, et pour en revenir à notre sujet, il faut donc que la consommation baisse. Mais en même temps, le gouvernement ne peut pas non plus demander d'arrêter les clims à tous les Japonais. Et en réalité, il conseille même le contraire aux personnes fragiles pour éviter qu'il leur arrive des trucs pas cool, comme des coups de chaleur ou genre la mort. Parce que les coups de chaleur tuent des gens chaque année au Japon. Et d'ailleurs, rien que cette semaine, jeudi, à Tokyo, il y a eu 105 personnes hospitalisées et un décès. Et dans tout le mois de juin, le bilan s'élève à 11 morts à Tokyo. C'est la première fois depuis 10 ans qu'il y a autant de morts au mois de juin. Et au niveau national, même constat, puisqu'il y a eu plus de 10 000 personnes emmenées à l'hôpital pour des coups de chaleur entre le mois de mai et le mois de juin. Ce qui est d'ailleurs le double de l'an dernier. Donc ça montre bien que cette vague de chaleur, aussitôt dans la saison, c'est assez exceptionnel. Mais bon, faut pas se leurrer, comme il n'y a aucun gouvernement qui semble s'inquiéter plus que ça du réchauffement climatique, en tout cas pas le gouvernement japonais, ça risque bien de devenir la norme très bientôt. Enfin, en attendant, comme il fait ultra chaud et humide, c'est déjà assez difficile de respirer et de se rafraîchir, vous vous en doutez. Mais alors, avec un masque, non seulement c'est super désagréable, mais en plus, ça augmente pas mal le risque d'attraper un coup de chaleur. Et c'est pour ça que tous les Japonais ont réfléchi depuis quelques semaines, et tout le monde fait preuve de bon sens, et plus personne ne porte de masque à l'extérieur. Non, je rigole, les gens ici ils réfléchissent pas une seconde. Ils continuent presque tous à porter le masque quand ça sert à rien du tout, qu'il n'y a personne dans la rue autour d'eux. Mais par contre, ils ne le mettent pas quand justement il faudrait le porter. Et on va justement parler tout de suite des causes de cette situation dans notre deuxième sujet de la semaine, consacré donc au port du masque, qui ne faiblit pas malgré les efforts du gouvernement pour que les gens arrêtent un peu de le mettre tout le temps pour rien. Voilà. Et vous allez voir que c'est pas gagné. Alors vous le savez sûrement déjà, mais au Japon, le port du masque n'a jamais été obligatoire depuis le début de la crise sanitaire. Même pas une journée. Alors quand je veux dire pas obligatoire, je veux dire par la loi au niveau national. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'endroits comme les avions ou certains lieux fermés qui ont toujours demandé, et qui demandent d'ailleurs toujours qu'on porte un masque pour y entrer. Mais voilà. À l'extérieur, par exemple, ça n'a jamais été obligatoire, comme ça a été le cas par exemple en France. Mais quand on a su au tout début de la pandémie qu'il y avait des personnes contaminées sur un bateau à Yokohama, et bien du jour au lendemain, 100% de la population a commencé à porter un masque du matin au soir. Et depuis, c'est devenu la norme, et ça fait même maintenant partie des choses polies et à faire en société. Alors, il y a quand même des gens qui aimeraient l'enlever, mais en fait, ils n'osent pas, par peur du regard des autres et pour ne pas gêner.
Et c'est ce que montre d'ailleurs une enquête réalisée en ligne, et d'après elle, 62% des Japonais pensent que c'est pas bien d'apparaître en public sans masque. Ah, et tenez-vous bien, il y a 90% des sondés qui disent qu'ils continueront quand même d'en porter un, même si le gouvernement disait que c'était plus nécessaire du tout. Il y a quand même une petite lueur d'espoir, puisqu'il y a 40% des personnes interrogées qui pensent qu'on devrait arrêter de demander aux gens de porter un masque. Alors par contre, les gars, faudrait peut-être regarder autre chose à la télé que des émissions de variété, parce que le gouvernement ne demande plus déjà de porter le masque depuis plusieurs semaines. Mais bon, ça, j'y reviendrai dans 2 minutes. Et il y a aussi 45% des personnes qui déclarent qu'elles arrêteraient d'en porter s'il y avait un médicament miracle contre le Covid-19. Donc a priori, ils peuvent toujours rêver, mais bon, le sentiment est là. Enfin, vous voyez le topo, la pression sociale est très forte pour beaucoup de Japonais, et même s'ils veulent enlever le masque, ils sont prêts à modifier leur comportement seulement si tout le monde autour d'eux fait la même chose. Donc évidemment, avec cette façon de penser, on n'est pas sorti de la bergerie. Donc résultat, tout le monde garde son masque, mais le truc c'est qu'avec la chaleur actuelle, le gouvernement essaye de plus en plus de faire comprendre aux gens qu'ils peuvent l'enlever dans la plupart des cas, parce que ça risque pas grand chose et que au final, ça peut surtout leur éviter de se frapper un coup de chaleur. Mais bon, ça tombe dans l'oreille d'un sourd et les Japonais ignorent complètement ces nouvelles instructions du gouvernement. Et le pire, c'est que d'après certains experts, les gens ne sont même pas au courant que le gouvernement a dit qu'on pouvait enlever le masque dans certaines situations. À moins que le Premier ministre lui-même fasse une annonce à visage découvert devant les caméras à la télévision, il y a de fortes chances que les gens continuent d'ignorer tout ce qu'ils entendront ailleurs. Et pourtant, le gouvernement n'a pas attendu la vague de chaleur de cette semaine pour dire aux gens qu'ils n'avaient plus besoin de porter leur masque tout le temps. Parce qu'en fait, il essaye de les convaincre depuis le 20 mai exactement. Et parce qu'à cette date, il y a eu un porte-parole du gouvernement qui a annoncé qu'on recommandait plus forcément l'utilisation du masque, à part dans des cas où on parle directement à quelqu'un à moins de 2 mètres de distance. Mais bon, la plupart des gens sont complètement bornés, ils réfléchissent pas du tout, donc ils le mettent tout le temps, même quand ça sert à rien. Mais ils le mettent pas quand ça sert à quelque chose. Bon, je suis mauvaise langue, mais je vois quand même de plus en plus de personnes qui n'ont pas de masque ou qui la baissent dans la rue. Voilà, en général, c'est des gens entre 25 et 50 ans, je dirais. Mais bon, ça doit quand même représenter peut-être 1% des piétons et encore un grand maximum. Par exemple, rien que ce matin, quand je suis allé au boulot, tout le monde portait un masque à l'extérieur, même s'il faisait 1000 degrés. J'ai même croisé une personne âgée, une dame qui devait avoir au moins 80-90 ans, et elle galérait comme pas possible à avancer, et elle transpirait la pauvre, et en plus elle avait son masque. Donc ça c'est vraiment un coup à se taper un coup de chaleur et à terminer à l'hôpital ou pire. Et il y a déjà eu aussi plusieurs cas d'enfants qui ont été transportés à l'hôpital à cause de ces fameux coups de chaleur et de la fatigue, parce qu'ils faisaient du sport en plein cagnard avec leur masque. Non mais n'importe quoi, sérieux. Pourtant, encore une fois, pour une fois, le gouvernement ne fait pas n'importe quoi, c'est pas la faute du gouvernement, puisque le ministère de l'Éducation a demandé explicitement aux écoles de ne pas faire porter de masque aux enfants pendant les activités physiques et de dire aux plus jeunes, en plus, d'enlever leur masque sur le chemin de l'école. Mais bon, là aussi, j'ai l'impression que dans les écoles japonaises, il y en a plein qui comprennent pas le japonais, je vois que ça, parce qu'ils sont vraiment têtus. Alors, tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, c'est pour les règles à l'extérieur. Mais à l'intérieur, les recommandations ont aussi changé et sont aussi complètement ignorées, vous vous en doutez. Parce qu'en théorie, le masque n'est pas nécessaire en intérieur non plus si on est à plus de 2 mètres d'une autre personne et qu'on parle pas ou qu'on parle presque pas. Voilà. Mais dans pas mal de cafés, il y a encore écrit de porter le masque, et dans les transports, c'est le même combat, dans les trains. Par exemple, dans les trains de JR, donc JR c'est la plus grande société ferroviaire du Japon, JR c'est Japan Railway, ils continuent de demander le port du masque, et d'ailleurs leur position officielle à JR c'est que ça restera comme ça tant que le gouvernement leur demandera pas directement d'arrêter de diffuser ce genre de message. Bon, je râle, mais je vais être honnête avec vous, autant quand je mets un pied dehors je mets pas le masque, parce que ça sert strictement à rien, il est dans ma poche, je l'ai au cas où, mais c'est vrai que quand je monte dans le train, je le mets, pour pas passer pour le gaijin de base qui fait pas comme les autres et qui va se faire remarquer. Et d'ailleurs, les rares fois dans le train où je vois quelqu'un qui a pas de masque, c'est toujours, presque toujours, un étranger ou une étrangère. Bon, après ils font de mal à personne, ils font remarquer, mais bon, tant qu'ils éternuent pas ou qu'ils parlent pas, on s'en tape un peu. Ce qui m'amène aux exemples de comportements complètement débiles que je vois régulièrement. Alors, je crois que je vous avais déjà parlé des abrutis, il n'y a pas d'autre mot pour ce genre de personnes, qui portent un masque comme s'ils allaient attraper la peste en l'enlevant, mais qui trouvent rien de plus intelligent à faire que de l'enlever pour éternuer. Oui, et pour éternuer comme des gorées, en plein café ou dans une salle fermée, pas aérée. Donc,
Normalement, c'est le contraire qu'il faut faire. Les gens, il faut réfléchir. Je vous jure, il y a des gens ici, ils sont finis au pastis. C'est pas possible. Et il y a aussi ceux qui portent un masque comme si leur vie en dépendait, et je suis sûr que c'est les premiers à fusiller du regard les gens qui n'ont pas de masque dans la rue, ou à penser « Ah là là, regardez, il a mis le masque dans le train ». Et par contre, dès que monsieur ou madame passe un coup de fil, alors là, hop, on enlève le masque et on papote à haute voix en plein Starbucks. Voilà, non, franchement, bravo les champions, il y a vraiment du niveau. Alors ça, c'est des cas un peu isolés, heureusement, même si j'en ai déjà vu des dizaines de fois, des cas comme ça, des personnes qui faisaient ce genre de truc. Mais il y a un autre truc qui a le don de m'énerver, et qui est fait par 99% des gens. C'est au café ou au resto, les gens enlèvent leur masque pour manger ou pour boire. Jusqu'ici, tout va bien, c'est vrai que c'est assez galère de boire un café avec un masque, mais ils boivent une gorgée comme ça. Ensuite, ils remettent pas leur masque et vas-y que ça discute pendant 30-40 minutes avec ses collègues, avec ses copines, et tout le monde est bien sûr à moins d'1 mètre les uns des autres. Enfin voilà, ça c'est la réalité sur le terrain, et beaucoup de gens n'ont rien compris au fonctionnement du virus et du masque, et ils n'en portent pas, donc comme j'ai dit, pour bavarder pendant de plombes, mais par contre, ils portent leur masque seuls dans leur voiture, donc ça me dépasse, il faudra que quelqu'un m'explique un peu à quoi ça sert, ou bien dans le train, alors qu'il n'y a personne qui ouvre la bouche et qu'il n'y a pas un bruit. Enfin, il n'y a pas un bruit dans le train, ça c'est quand tout va bien et qu'il n'y a pas malheureusement une jeune fille qui se met à crier ou à faire sonner une alarme avec son portable pour appeler à l'aide parce qu'il y a justement un pervers qui est en train d'essayer de lui faire des trucs chelous. Et vous l'aurez compris, c'est justement des applications anti-chicane qu'on va parler dans notre troisième et dernier sujet de la semaine. Alors un peu de vocabulaire avant de continuer, je viens de parler d'une application anti-chicane. Et en fait, chikan en japonais, ça se traduit littéralement par pauvre loser qui a une petite bite. Ah non, je me suis trompé. Ça, c'est ce que sont vraiment ces rebuts de la société. Non, en fait, chikan, ça veut dire en japonais simplement pervers. Et notamment les mecs pathétiques qui profitent d'être un bondé pour toucher des femmes et très souvent même des gamines. Alors à ma connaissance, c'est surtout concentré dans les grandes villes comme Tokyo, bien entendu, et surtout sur les lignes de train les plus bondées aux heures de pointe et aussi à bord des trains express qui s'arrêtent pas pendant 10 ou 15 minutes par exemple entre deux stations. Comme ça, ça leur laisse le temps de faire leur saloperie. Et c'est aussi plus fréquent dans les trains dont les portes s'ouvrent toujours du même côté. Parce qu'au Japon, des fois ça s'ouvre à droite, des fois à gauche, mais ça dépend des lignes. Parce que non seulement, si c'est bondé que la victime est du côté opposé des portes qui s'ouvrent, elle se retrouve un peu bloquée, donc elle peut pas trop s'échapper. Et si c'est au contraire près des portes qui s'ouvrent, le pervers, il peut s'enfuir dès que les portes s'ouvrent à la prochaine station. Alors bien sûr, ça fait longtemps que ce problème existe, il y a eu beaucoup de techniques utilisées, de moyens déployés pour lutter contre ce phénomène, et parmi ces moyens, il y a une application qui s'appelle Digipolice, et qui permet d'afficher un message bien visible sur l'écran, un gros texte écrit en japonais, en kanji, et en couleur bien voyante, qui dit « Je suis en train de me faire toucher par un pervers, aidez-moi ». Voilà. Et on peut aussi faire sonner une alarme pour que quelqu'un vienne nous aider. Alors vous allez peut-être me dire, mais à quoi ça sert? Les filles, elles ont qu'à crier et puis c'est réglé, non? Alors, dans beaucoup de pays, oui, on peut imaginer que beaucoup de filles sont assez fortes pour appeler à l'aide toutes seules ou pour faire un scandale si quelqu'un les touche, et c'est très bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que pour les japonaises, c'est vraiment pas évident. Encore plus si elles sont vraiment jeunes, et souvent les victimes des chikan, des pervers, sont souvent des très jeunes, des collégiennes ou même des écolières. Voilà. Du coup, avec cette application, elles peuvent demander à l'aide sans avoir besoin de parler ou de faire une scène au milieu de tout le monde. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas parce que l'application vient de sortir, parce qu'en fait elle est disponible depuis 2016, mais c'est parce que depuis le 1er juin, la police de la métropole de Tokyo a lancé la campagne d'éradication des chikans. C'est un peu comme pour éradiquer les cafards, parce que c'est à peu près la même chose. Et donc, ils encouragent le plus de femmes possible à installer cette application, parce que cette appli, elle a été installée et téléchargée 470 000 fois depuis sa sortie. Enfin, plutôt seulement 470 000 fois. Donc, ce serait bien qu'il y ait plus de femmes qui l'installent. En plus, il faut savoir qu'on estime que 90% des femmes qui sont victimes de ça, elles ne le déclarent pas. Et pour essayer de changer un petit peu ça, il y a une autre application qui existe depuis 2019 qui s'appelle Radar Z et qui permet aux femmes de partager un peu ces incidents avec les coordonnées GPS, et on peut aussi expliquer quel type d'agression est-ce qu'on a subi, c'était à quelle heure, etc. Voilà. Parce que les agressions de pervers dans le train, c'est pas seulement des mains en fesses ou sur la poitrine. Non. Il y a des gens qui coupent des cheveux, il y a des gens qui coupent les uniformes ou qui versent des liquides un peu dégueulasses sur les vêtements des victimes. Voilà. Et il y a encore plein d'autres trucs, mais je vous passe les détails.
Et donc avec cette application, les utilisatrices peuvent regarder aussi sur une carte où est-ce qu'il y a des incidents de ce type et ainsi elles peuvent éviter certaines lignes ou certains horaires par exemple. Et puis bien sûr, comme pour Digipolice, l'appli peut aussi servir d'alarme juste en appuyant sur un bouton. Voilà, pas sûr que ce soit suffisant pour faire disparaître tous les cassos qui font ça dans les trains, mais en tout cas c'est un moyen de plus de lutter contre ce phénomène. Voilà. Alors heureusement, il y a un truc positif, c'est que quand les victimes appellent à l'aide ou s'il y a quelqu'un, un autre passager qui remarque quelque chose de louche, en général, les gens n'hésitent pas à intervenir pour défendre la fille, bien sûr, pour la sauver, et aussi pour attraper l'agresseur, le pervers, et pour le livrer à la police. Donc quand même, si vous êtes une fille et que vous venez au Japon, par exemple avec un visa vacances-travail, faites quand même attention. Et le dernier sujet de cette semaine, c'est justement une info intéressante pour ceux d'entre vous qui voudraient venir au Japon avec le PVT. Alors je suis désolé, c'est pas vraiment une nouvelle très fraîche, mais je l'ai appris récemment, et la plupart d'entre vous le savent peut-être déjà, mais bon, au cas où il y en aurait quelques-uns qui rataient l'info, je vous en parle vite fait aujourd'hui. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai appris cette semaine qu'avec un peu de retard, les demandes de PVT étaient à nouveau vraiment possibles. Alors, pourquoi je dis vraiment possible? Parce que j'en avais déjà parlé dans un ancien numéro, mais en fait, les demandes sont en théorie possibles depuis début avril, mais il faut absolument avoir un papier qui s'appelle un Uketsuke Zumisho, et c'est un genre d'invitation officielle, si vous voulez, de la part d'une société installée au Japon. Donc c'était assez galère à obtenir, sauf cas particulier ou sauf si vous connaissez du monde qui est déjà installé ici. Mais heureusement, j'ai appris que même si vous n'avez pas de réseau ici, vous pouvez quand même obtenir facilement ce fameux document, puisque depuis peu, l'AFJ, l'Association des Français du Japon, le fournit sur simple demande depuis début mai. Alors d'après ce que je sais, la priorité est donnée aux candidats qui prévoient de venir au Japon cette année, qui ont bientôt 30 ans, parce que c'est la limite d'âge pour obtenir le visa vacances-travail, et qui ont reçu 3 doses de vaccin, et qui en plus ont des bases de japonais. Voilà. Mais ça a peut-être changé, parce que depuis début mai, il s'en est passé, et maintenant peut-être qu'il le file à tout le monde. Donc, en tout cas, je vous mets le lien vers le site pvtiste.net dans la description. Vous aurez qu'à cliquer, et puis sur leur page, il y aura une explication, et il y aura aussi un lien qui vous renverra directement vers le formulaire de demande à l'AFJ. Et tiens d'ailleurs à remercier Michael pour cette info, c'est lui qui me l'a dit cette semaine, parce que j'étais passé complètement à côté, mais lui il a fait comme ça, et il devrait bientôt pouvoir venir au Japon avec le PVT grâce à ce système. Et puisque j'en suis au remerciement, je voulais dire un grand merci à Torikos, Celtic, Ludovic, Arnold, Yacine et Camille pour leur soutien grâce au bouton merci qui est sous la vidéo. Donc voilà, si vous aussi vous avez apprécié ce journal et que vous voulez faire un petit geste, en plus du petit like que vous avez déjà mis tout à l'heure, je pense, il y a ce bouton merci, c'est une espèce de cœur. Donc si vous voulez me soutenir de façon régulière, il y a aussi le Patreon, toutes les infos sont dans la description. Alors dernier truc aujourd'hui, je vous annonce la création d'une nouvelle chaîne sur laquelle je mettrai à présent toutes les vidéos de vlog et de promenade que je ferai à Yokohama ou à Kanagawa. Voilà. Et la première vidéo que j'ai déjà postée d'ailleurs cette semaine, c'est la balade au milieu des hortensias et des autres fleurs d'ailleurs dans le Yokohama English Garden. Je vous avais montré quelques images à la fin du journal la semaine dernière, donc si ça vous avait plu, la vidéo complète est sur la nouvelle chaîne. Donc je vous mets le lien dans la description, donc si vous aimez ce genre de vidéo, foncez y jeter un coup d'œil et puis surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines visites de Yokohama et de la préfecture de Kanagawa. Merci d'avance à tous ceux d'entre vous qui me suivront sur cette nouvelle chaîne et j'espère que ça vous plaira. J'essaierai de mettre des vidéos régulièrement pour vous faire découvrir Yokohama, ma ville d'adoption que j'adore, vous le savez maintenant, et aussi Kanagawa qui est vraiment une préfecture exceptionnelle. Allez, je vous ai assez tenu la jambe pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, passez une excellente semaine et rendez-vous dimanche prochain pour plus d'infos sur le Japon. Salut à tous!